Que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Que les bénédictions de la lumière soient sur chacun d'entre vous. Aujourd'hui, je vais mettre les pieds dans le plat. Et je suis très sérieux en le disant. Je voudrais donc faire une introduction à des capsules ultérieures, des capsules qui vont bouleverser l'ordre des choses. Des capsules que vous allez peut-être aimer ou désaimer, mais lesquelles capsules vous ne serez pas en mesure de contester leur véracité, leur légitimité spirituelle. Je sais qu'en parlant ainsi, on pourrait penser que ce monsieur, il est arrogant, il est suffisant ou il est tout simplement prétentieux. Peut-être qu'il croit détenir tout le savoir de l'humanité. Arrêtons de nous emballer, s'il vous plaît. Si je vous ai donné cette impression, laissez-moi vous présenter toutes mes excuses et vous dire que loin de moi, vraiment loin de moi, encore vraiment loin de moi, cette prétention, cette arrogance, cette suffisance que peut-être votre imagination aurait perçue. Mais ce que je dis ne vient pas de moi. Vous allez trouver incontestable mes déclarations, mes propos, parce qu'ils vous conduiront inévitablement vers la vérité. Et même en parlant ainsi, certains pourraient être choqués. Même des gens qui regardent mes capsules en cachette pour les copier et faire autre chose avec seront choqués. Mais la véritable histoire de l'humanité est beaucoup plus simple que ce que la plupart des anthropologues, des archéologues, des scientifiques, des personnalités émérites voudraient vous faire croire. Oui, là, je viens de taper sur la tête des anciens. Blasphème, hérésie. Qui est-il? Quelles sont ses compétences scientifiques pour prétendre cela? Je suis métaphysicien. Je suis connaisseur des principes premiers. Un principe premier est à la fois spirituel et scientifique. Lorsque nous parlons de la véritable histoire de l'humanité, il ne s'agit pas de l'histoire de l'humanité vue par vous, les hommes, avec vos méthodes scientifiques, avec vos approches scientifiques, avec les outils que vous avez maintenant, avec vos sciences que vous créez et inventez au fur et à mesure de comment vous rencontrez l'histoire qui se déroule selon vous devant vous. L'histoire, la véritable histoire de l'humanité, que j'appelle l'histoire des archives akashiques de l'humanité, une histoire qui sera, et je le répète, absolument incontestable. Cette histoire n'est pas mon histoire, ou du moins ce n'est pas mon point de vue de l'histoire. La plupart des gens racontent l'histoire de leur point de vue. Ce n'est pas ce que fait un métaphysicien de la nature. Ce n'est pas ce que fait un animiste comme moi. Vous savez ce que je fais? Eh bien, je laisse la nature et l'univers raconter l'histoire. Je laisse les principes premiers raconter l'histoire. Je laisse la nature elle-même vous conter son histoire. Car vous ne connaîtrez jamais l'histoire de la nature mieux que la nature. Encore faut-il savoir comment la nature raconte son histoire.
Alors, posons les bases. S'il vous plaît, ne vous fâchez pas. Je vous demande pardon si jusque-là je ne fais que vous choquer ou que je vous donne l'impression de suffisance. Prenez votre calme, respirez un coup, allez au plus profond de vous et écoutez-moi d'abord. Écoutez ma folie, écoutez mon illogisme, écoutez ma déraison, écoutez mes affabulations. Quel que soit le nom que vous aimeriez donner à cela, c'est normal. C'est inquiétant qu'on nous dise cela. Posons les bases claires et nettes, des bases scientifiques, les bases par lesquelles nous allons, si vous le souhaitez, raisonner. Parce que nous savons, dans la métaphysique de la nature, dans le vaudou, dans l'animisme, nous savons raisonner. Mais nous ne raisonnons pas à partir du faux. Nous raisonnons à partir de la vérité, à partir du principe premier. La science ne peut pas nier l'évidence de la trilogie ou du triptyque que j'ai toujours énoncé, à savoir, il y a le principe, la loi et le fait. La science et nous sommes d'accord là-dessus, que tout élément factuel est le produit d'une loi, c'est-à-dire d'une dimension de reproductibilité de la chose, que j'appelle la loi. Car si je maîtrise la loi d'une chose, je peux reproduire la chose. Donc, cette dimension du reproductible de la chose, quel que soit le nom, est appelée la dimension de l'entité, c'est-à-dire la dimension de la loi, qui peut recréer la chose. Et la troisième dimension ou la première dimension, c'est le principe. Parce que si je peux faire exécuter une loi pour produire un fait et je peux reproduire ce fait tel que la science l'enseigne, c'est parce que justement la chose est, c'est-à-dire la chose, je maîtrise son principe premier. Et donc, grâce à son principe premier, je peux initier la loi de sa reproductibilité. La science et nous, on est d'accord sur ce fonctionnement de la chose. Maintenant, là où je vais vous conduire et je vais vous aider à réfléchir avec moi, parce que ici, je ne vous demande pas de me croire, je vous amène à l'évidence. Nous allons réfléchir ensemble et chacun d'entre vous va tirer sa propre conclusion. Et donc, on y va de façon très simple. Tout commence par la questiologie. Si vous savez poser la bonne question, vous aurez inévitablement la réponse qu'il faut. Et donc, c'est la question qu'il faut vraiment travailler. Revenons donc à ce que nous appelons ce qui est factuel. Pour vous, ce qui est un fait, ce qui est factuel, ce qui est tangible, c'est ce que vos cinq sens peuvent vous toucher. D'accord. Partons sur cet élément de base. Prenons un enfant qui est venu au monde. L'enfant est là devant nous, mais malheureusement ou heureusement, selon le point de vue de chacun, ses parents ne sont plus. Donc, nous avons devant nous un enfant dont les parents ne sont plus ou dont on ne connaît peut-être pas les parents, mais du fait, les parents ne sont plus là. Ils ne sont plus vivants en quelque sorte et on ne retrouve rien de ses parents. Mais nous avons l'enfant devant nous. Ma question, et je voudrais que vous réfléchissiez vraiment à cette question avant de répondre, s'il vous plaît. Même si au début, vous n'êtes pas d'accord avec moi, suivez-moi quand même. Est-ce que parce que les parents ne sont plus, que nous allons dire que l'enfant est vrai, est réel, est tangible, est factuel, mais que les parents de cet enfant ne sont pas réels et ne sont pas factuels? C'est une question bien précise. La question pourrait être posée autrement. Est-ce qu'on peut dire
de la cause qui a produit l'effet? Est-ce qu'on peut dire de la cause qu'elle est moins tangible, elle est moins réelle, elle est moins factuelle que l'effet que la cause elle-même a produit? C'est à ce niveau que les choses se jouent, évidemment. Prenez de l'eau, mettez l'eau dans le congélateur, scientifiquement parlant. Ensuite, eh bien, l'eau devient de la glace. Donc, on n'a plus de liquide, on a un solide qui est de la glace. OK, la question peut être embarrassante, elle peut être renversante, mais elle est la suivante. Entre l'eau qui a donné naissance à la glace par un processus, dirons-nous que le liquide est moins tangible que le solide auquel le liquide a donné naissance? Vous voyez, le raisonnement métaphysique est complètement différent dans son approche des choses. Et c'est ce qui faisait que nos ancêtres savaient que le monde invisible était plus réel que le monde visible. Et toute personne qui n'est pas capable de comprendre cette vérité ne pourra jamais entrer dans le monde invisible, ne pourra jamais entrer dans le monde spirituel. Personne ne peut vraiment entrer dans le monde spirituel si pour cette personne-là, le monde spirituel est moins tangible que le monde physique. Suivez-moi bien. Ce monde que vous appelez tangible et réel, que vous touchez par vos sens factuels, c'est un effet. Mais vous le prenez tangible et réel. Et vous prenez ce qui a produit cet effet comme étant moins réel. Donc, si je comprends bien, en généralisant, l'enfant est plus réel que ses parents. Les parents sont-ils plus réels que les grands-parents? Ah oui, dans une civilisation de bâtards, il est tout à fait normal que l'enfant soit plus réel que ses parents. Mais en métaphysique de la nature, les ascendants sont toujours plus réels et plus tangibles que les descendants pour leur avoir donné naissance. Car la loi métaphysique dit ceci. Si l'essence donne naissance à la substance, ce n'est jamais totalement. Et donc, en réalité, la descendance doit être considérée comme une partie de l'ascendance. Et par conséquent, demeure toujours face à l'ascendance une réalité moins tangible. Oui, vous allez me dire que ça dépend de là où on se trouve. Non, ça ne dépend pas de là où on se trouve. Revenons maintenant à la science. Dirons-nous que le principe d'une chose est moins tangible que la chose elle-même? Donc, si je comprends bien, le principe, grâce à la loi, a la capacité de produire un fait. Et lorsque je prends le fait, je tire la conclusion que le fait est plus tangible que le principe qui l'a produit. C'est absurde. La métaphysique considère cela comme absurde. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que pour nos ancêtres, le monde subtil, le monde spirituel, leur était réel. Ils voyaient les esprits, ils vivaient avec les esprits, ils étaient avec les esprits, ils voyaient les morts. Celui qui est mort, il le voyait, il vivait avec lui. Ils voyaient les esprits de la forêt. Parce que pour eux, le monde des esprits est toujours plus vrai, plus tangible, je parle de tangibilité, que le monde physique dans lequel nous sommes. Mais avec vous, vous avez inversé le problème. Vous avez considéré le monde de vos cinq sens comme étant le monde tangible et vous avez considéré le monde principiel comme étant le monde moins tangible. Et pourtant, c'est le principe qui produit
ce qui est tangible. Comment est-ce possible que la source qui produit le tangible soit moins tangible que le tangible lui-même? À moins que, naturellement, vous n'avez pas compris que si la source produit ce qui est tangible, c'est parce que non seulement la source est extraordinairement tangible, mais la source possède encore quelque chose d'autre que ce qui est tangible. Oui, je sais, je vous ouvre l'esprit. Allons-y. Parce que vous allez vous demander où est-ce qu'il nous conduit vraiment avec son histoire, surtout lorsque il nous parle de la véritable histoire de l'humanité. Bon, ceci est compris, n'est-ce pas? Faisons un pas en avant, toujours dans ce que vous appelez les éléments factuels. Parce que pour moi, ce qui est tangible, ce qui est factuel, c'est le principe, pas ce que vous appelez les faits. Parce que les faits, à travers des lois qu'on peut recréer, les faits peuvent être manipulés. Je vous donne un exemple. Lorsque la science a découvert la technologie de l'ADN et la capacité de détecter sur un lieu de crime l'ADN d'une personne, ce qui a permis certainement de justifier certaines erreurs de justice et de rendre justice dans d'autres cas, est-ce que vous savez que la technologie de l'ADN qui permet justement en science ou en criminalité scientifique, quel que soit le nom qui est donné, de détecter l'assassin véritable, est-ce que vous savez que cette même technologie peut permettre de mettre l'ADN des gens innocents sur des lieux de crime? Parce que la clé qui permet d'ouvrir une porte, c'est la même clé qui ferme la porte. Tout dépend du sens dans lequel on tourne la clé. La technologie qui permet de découvrir aujourd'hui l'ADN sur des scènes de crime, la même technologie peut permettre de créer un fait. Un fait qui, aux yeux de tous, est vrai, tangible. Le monsieur a beau dire, ce n'est pas moi le criminel. Vous connaissez ces histoires. Pourtant, tous les faits, voilà, tous les faits sont contre lui. Même si un jour, 50 ans après, d'autres formes de technologie scientifique, on arrive à la conclusion qu'on s'est trompé. Il y a une chose qui a été déjà faite, c'est qu'à un moment donné, les gens qui vivaient à cette époque ont cru dans les faits, ont approuvé les faits, ont rendu justice selon les faits, sans se rendre compte qu'il y avait une technologie capable de manipuler les faits. Aujourd'hui, quand vous prenez l'histoire de l'Égypte antique, quand vous entendez parler de l'histoire des Anunnaki, ou des Anunnaki, ou des Anu, quand vous entendez parler de la civilisation mésopotamienne, quand vous entendez parler de Quetzalcoatl, quand vous entendez parler donc de ce serpent à plumes ou d'autres histoires que d'autres civilisations racontent, où est la vérité dans tout ça? Parce qu'une chose est sûre, l'archéologie aujourd'hui a atteint ses limites. C'est seulement quand on découvre des sites archéologiques qu'on peut commencer à mener des raisonnements. On part sur des faits. Et si on ne découvre pas certaines choses, comment connaîtrons-nous l'histoire d'une civilisation? La vérité est là. Et si en fait, certaines choses ont été tout simplement modifiées, blanchies, avec d'autres formes de technologie que vous ne connaissez pas, est-ce que d'ailleurs, l'archéologie peut nous permettre de connaître toute l'histoire d'une civilisation, puisqu'en fait, l'archéologie se refuse de tenir compte des mythes et légendes des civilisations et de ne s'en tenir qu'à des faits que l'archéologie ne découvre que lentement. Et sans ces faits, ben, il n'y a pas de raisonnement, il n'y a pas de compréhension possible. Aujourd'hui,
des faits viennent en infirmer d'autres. Et l'une des choses les plus extraordinaires, et c'est ce qui revient encore et encore, c'est que des gens se demandent, est-ce qu'il y a eu des civilisations bien avant l'Égypte antique? Quelle civilisation? Sommes-nous créés par des extraterrestres ou des gens venus d'ailleurs? Comment se fait-il que des êtres qu'on jugeait primitifs étaient capables de réaliser des sites extraordinaires? Avec quelles connaissances géométriques, astronomiques, avec quelles connaissances cosmologiques? En fait, on a remarqué que dans l'histoire de l'humanité telle qu'elle est comptée de façon linéaire, à savoir, il y a un passé qui a commencé, il y a un présent, il y aura un futur, et que la plupart des anciens ou des ancêtres étaient avec des noms bien scientifiques, étaient des gens uniquement à la limite primitifs, qui n'étaient pas capables d'un raisonnement poussé, mais qu'au même moment, en leur temps, on avait vu la présence de civilisations extraordinairement développées, civilisations qu'on a mises à l'actif des extraterrestres qui seraient venus conquérir le monde, implémenter un certain nombre de choses. On trouve sur des sites des symboles que des gens rapidement interprètent comme étant des symboles des aliens ou d'autres civilisations. On crée des similitudes et on voit tout de suite que, effectivement, sur plusieurs sites du monde entier, on a vu des vérités incontournables qui marquent vraiment l'histoire de façon commune et précisent le fait que toutes les civilisations ont un tronc commun et que ce tronc commun viendrait forcément d'une civilisation hyper évoluée et qui aurait implémenté ses connaissances un peu partout dans le monde. Il y a tellement de choses et finalement on se demande, mais où est la vérité dans tout ça? La plupart des étudiants qui m'écrivent me disent, Monsieur Godson, est-ce que nous avons été créés par des extraterrestres? Quelle est la véritable histoire de l'humanité? Et si j'ai décidé donc d'en parler, non pas l'histoire de l'humanité du point de vue de Helmut Godson ou du point de vue des recherches archéologiques ou du point de vue des recherches archéo-astronomiques ou du point de vue d'autres sciences qui naissent aujourd'hui pour essayer d'expliquer un peu les choses qui devenaient de plus en plus inexplicables. Est-ce que les géants ont vraiment existé? Est-ce que des dieux ont marché sur la terre? Qui étaient-ils? Est-ce que Osiris serait un Atlante ou venu de la civilisation de Mu? Il y a tellement de questionnements. Et malgré les connaissances fournies aujourd'hui sur Internet, les gens ressentent toujours un vide, comme si il y a quelque chose qui manque à l'histoire. Laissez-moi vous dire la vérité. Quelque chose manque à l'histoire. Parce que tout le monde raconte l'histoire à partir des sites archéologiques ou raconte l'histoire à partir des points de vue des civilisations diverses. Mais personne ne décide de raconter l'histoire tels que les principes premiers de la nature qui ont toujours été. Personne ne raconte l'histoire à partir des principes premiers de la nature. N'est-ce pas les principes premiers qui initient les possibilités des faits que vous allez découvrir après? Et si en fait, on inversait les choses, et si en fait, on décidait de dire, mais c'est vrai, comment la cause peut être moins tangible que l'effet? C'est impossible, puisque la cause a créé l'effet qui est tangible. Ça veut dire que l'effet préexistait dans la cause plus quelque chose d'autre. Et donc, logiquement, la cause est toujours plus tangible que l'effet. Et si la cause, qui est le principe premier, racontait vraiment la véritable histoire de l'humanité, c'est ce que je vais faire. Je vais laisser les principes premiers de la nature vous conter l'histoire de l'humanité. Et vous verrez que de leur point de vue, si c'en est un, les choses sont beaucoup plus simples que vous ne pourrez l'imaginer. Je dis bien, les choses sont véritablement plus simples. Et vous comprendrez que l'histoire n'est pas linéaire, mais que l'histoire ressemble un peu à une toile d'araignée.
Et que dans cette histoire, lorsque on voit des soi-disant peuples primitifs vivre auprès des sites que ces peuples ne pouvaient véritablement, logiquement, scientifiquement pas construire, et qu'on se demande, mais qui a pu construire cela? Retenez bien, je ne parle pas du cas de l'Égypte. Alors, la solution, l'archéologie ne peut pas fournir cette solution parce qu'elle est limitée. Les principes de la nature qui ont toujours raconté de façon cyclologique l'histoire de la nature de façon sempiternelle nous disent précisément comment et par qui ces civilisations extraordinaires ont été construites. Et une fois que je vous révélerai ces vérités, et je ne vous demanderai pas d'y croire, parce que je les énoncerai en tant que principe premier de la nature, vous les prendrez et ensuite vous irez écouter les nombreuses histoires des civilisations passées. Et je vous assure, vous verrez ce qui manque. Vous l'aurez trouvé. Et en ce moment, vous direz, waouh, c'est justement ça qui manquait. Comment est-ce que les principes universels de la création racontent l'histoire de la création? Ça paraît unique, n'est-ce pas? Oui, je sais. Ne me jugez pas trop vite, parce que lorsque je parlerai et que j'exprimerai ces vérités, et je le répète encore, vous-même, vous arriverez à leur incontestabilité. Non pas parce que ce sont mes vérités, je n'en possède pas. Elmance Godson n'a pas de vérité. Ce que Elmance Godson fait, c'est de se demander, au lieu de polémiquer sur comment ceci a été créé, comment on a créé, qui a créé ça, quelle civilisation, comment les civilisations ont fait, etc., de rentrer dans ces débats, Elmance Godson se focalise sur quel est le principe premier qui est à l'origine de la création des civilisations. Et comment est-ce que ce principe premier autorise la création des choses? Quel est le principe premier de la création depuis l'aube, avant l'humanité et de l'humanité, et même de l'univers, qui est reproductible sur les planètes? Et comment une telle chose, principiellement, se fait de façon cyclologique? Pour finir, le danger auquel nous sommes en train de faire face aujourd'hui, c'est que nous sommes en face de personnes dans cette ère-là, de personnes éminemment scientifiques, mais que j'appelle souvent des bâtards, parce que dans leur raisonnement, nous sommes la civilisation la plus avancée au monde et qu'aucune autre civilisation n'a pu jamais réaliser ce que nous sommes en train de réaliser aujourd'hui. Cette arrogance mentale de la plupart des scientifiques et des chercheurs, c'est ce qui fait perdre la raison à la véritable histoire. Vous croyez que vous êtes les premiers à avoir créé la bombe atomique parce que vous croyez que c'est vous les premiers à avoir voyagé sur la Lune, alors que vous n'avez peut-être pas encore voyagé sur Sirius. Parce que vous pensez que vous êtes les seuls à avoir voyagé au-delà de notre planète. Parce que vous croyez que vous êtes les premiers à avoir découvert l'électricité et la lumière. Vous voyez, cette arrogance de faire croire à l'humanité que nous sommes à une ère qui n'a jamais été, dont les prouesses n'ont jamais été réalisées par aucune autre civilisation dans le passé, c'est ce qui constitue la myopie des chercheurs de notre ère.
Nous allons changer de paradigme. Nous allons commencer à réfléchir autrement. Nous allons commencer à nous demander, et si en fait, les choses qui se produisent font partie de l'ordre de les choses ont toujours été. Je vous conterai cette histoire, la véritable histoire de l'humanité, et vous comprendrez à jamais que seuls les principes racontent la vérité et que ce que vous appelez les faits, une fois que quelqu'un maîtrise sa loi, peut reproduire et inventer des faits. Mais ce qu'on ne peut pas changer ni reproduire, c'est le principe premier de la chose. Maintenant, c'est à vous de décider. Ne vous arrive-t-il pas de croire, même dans votre sommeil, que vous êtes dans la réalité? Alors, comment pouvez-vous être sûr, en étant dans la réalité, que vous n'êtes pas dans un rêve? Et pourtant, vous croyez à vos sens. Mais les sens ne donnent pas la vérité, mais la réalité. Ne confondez pas les deux. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. En 2023, à partir de janvier 2023, nous parlerons de la véritable histoire de l'humanité, depuis l'aube, s'il y en a, jusqu'à notre humanité actuelle. Et vous verrez que c'est ce qui manquait à toutes les sciences, la métaphysique de la nature. Paix et bénédiction à vous. Merci.